Devenez une sentinelle des lacs. Module 2, le myriophile à épis. Dans cette partie de cette formation, je veux que vous soyez capable en tant que sentinelle des lacs de bien reconnaître le myriophile à épis, de bien le distinguer des autres espèces indigènes que nous retrouvons dans nos lacs au Québec. Je veux que vous soyez aussi capable de connaître bien les impacts du myriophile pour en sensibiliser les autres utilisateurs. Et finalement, vous allez apprendre aussi les mesures de prévention et de lutte contre cet envahisseur. D'abord, ses caractéristiques. Le myriophile à épis est une plante vivace, donc une plante qui survit dans nos lacs et qui se reproduit et qu'on retrouve d'année en année. C'est une plante qui est aquatique, donc elle a son stade de vie entièrement dans l'eau. C'est une plante qui va être submergée. Parfois, à l'occasion, on peut voir apparaître ses fleurs. On va le voir un peu plus loin à la surface de l'eau, mais la plante, elle est entièrement submergée. Cette plante-là va former des herbiers très, très denses qui va finir par envahir un secteur du littoral. Elle a une caractéristique très envahissante et c'est aussi une plante exotique, donc une plante qui ne vient pas d'ici, une plante qui a été introduite et qui vient d'ailleurs. C'est une plante qui n'a pas de prédateur naturel, donc il n'y a aucun poisson brouteur qui va se nourrir de cette plante-là, ni la faune aviaire va l'utiliser que très peu. C'est une plante qui se reproduit facilement par la fragmentation des tiges. Il s'agit d'un petit fragment de peut-être 1 ou 2 cm. C'est suffisant pour partir une nouvelle colonie. En fait, les petits fragments ont déjà des racines et donc si on la fragmente, un petit fragment est prêt déjà à se réimplanter dans le milieu. C'est une plante qui pousse à des profondeurs très variables, allant de 0,5 à 4 mètres. Donc, elle peut pousser dans quand même une bonne profondeur d'eau. Et on l'a déjà même retrouvée dans des profondeurs allant jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc, elle peut vivre, elle supporte très bien le fait de ne pas avoir beaucoup de lumière pour pousser. C'est une plante qui a de multiples habitats. En fait, on peut la retrouver à peu près n'importe où, dans des étangs, des lacs, des rivières, que l'eau soit propre, polluée, claire ou turbide, calme ou courante. Donc, elle s'adapte à peu près à tous les milieux, ce qui fait d'elle une plante très envahissante. C'est une plante qui croît bien aussi dans un très large spectre de température. Dès que l'eau atteint 10 degrés Celsius, elle est en mesure de pousser, de bien croître, de se développer. Et elle supporte des eaux acides ou basiques, donc un pH qui varie de 5,4 à 11. Comment la reconnaître? Je vous présente ici une illustration de la plante. On voit la tige, les feuilles, les fleurs. On va voir chacune de ces sections-là plus en détail. Donc, voici un verticille. Un verticille, ça correspond à un étage de feuilles. Donc, vous voyez ici 4 feuilles dans cet exemple-là. Le plus souvent, c'est 4 feuilles qu'on va avoir sur un verticille, mais ça peut être de 3 à 6. Chaque feuille est composée de folioles, c'est-à-dire de petits poils. On va voir un peu plus de détails plus loin. Les tiges sont minces, ce qui leur permet de se courber facilement et lorsque ça devient très dense, les colonies, les tiges peuvent se replier jusqu'à la surface. Elles sont abondamment ramifiées près de la surface, donc plus on monte à partir de la racine jusqu'au sommet de la plante, plus il y a de ramifications, un peu comme un arbre, et ça fait plusieurs branches à la surface. L'espace entre les verticilles, c'est-à-dire entre chaque rangée de feuilles, va être supérieur à 1 cm. C'est une caractéristique propre aux myriophiles à épis versus les plantes indigènes où on va être souvent en deçà du 1 cm. Donc voici une image d'un fragment de myriophylle
ou ici, je vous montre avec une règle la distance entre chaque verticille qui est ici sur cette plante de 2,5 cm. Donc, c'est généralement beaucoup plus que 1. On parle souvent plus entre 2 et 3 cm l'espace entre les verticilles. Mais ça dépend d'où on les mesure sur la plante. En moyenne, on va avoir, ça va varier de plus de 1 jusqu'à 4 cm. Les feuilles sont verticillées, on en a parlé, c'est-à-dire qu'elles poussent en étage. Les verticilles sont composées de 3 à 6 feuilles, le plus souvent 4, je l'ai dit. Les feuilles sont composées de 12 à 24 paires de folioles. C'est une caractéristique aussi propre aux myriophiles à épis, le 12 à 24 paires de folioles. Les folioles, je vous rappelle, c'est le petit poil. On les compte en paires. Vous avez une illustration ici où on voit, par exemple, les étages de feuilles, on les compte comme ça. Donc, une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, 5 paires. On compte ici le nombre de paires de folioles. L'extrémité des feuilles est fréquemment tronquée. Pas toujours tronquée, c'est comme si on les avait coupées avec un ciseau, le bout de chaque feuille. Fréquemment, c'est l'aspect qu'elles ont. Les feuilles ont l'apparence d'une plume. Ça, c'est ce qui saute aux yeux en sortant un fragment de myriophylle. On dirait que ce sont des étages de plumes. Les fleurs, lorsqu'elles sont présentes, parce que ce n'est pas toutes les colonies qui vont fleurir, ça va dépendre des conditions, de la saison. Donc, ce n'est pas toujours qu'on peut voir les fleurs, et ce n'est pas une façon très évidente de reconnaître le myriophylle à épis. On le reconnaît plus par ses tiges et ses feuilles, et non par ses fleurs. Lorsqu'elles sont là, elles vont être rougeâtres et disposées aussi en étage sur un épi très souvent émergent. L'épi peut mesurer de 5 à 20 cm. Donc, voilà pour les fleurs. On doit, pour démystifier, identifier l'intrus. En fait, l'intrus, c'est le myriophylle à épis parce qu'on a plusieurs espèces indigènes de myriophylle. Je vous ai donné les 2 critères les plus importants. C'est le nombre de paires de folioles. Pour le myriophylle à épis, ça va être de 12 à 24. Et pour le myriophylle indigène, ça va être de 3 à 14. Pour le myriophylle à épis, la plupart du temps, on en fait à plus de 15 paires de folioles. Donc, à partir de 15, là, on ne se trompe pas, on en fait à du myriophylle à épis. Les espaces entre les verticilles, pour le myriophylle à épis, je l'ai dit, c'est plus de 1 cm, tandis que pour les autres indigènes, c'est moins de 1 cm. Donc déjà, pour vous permettre de réviser ces notions-là, je vous fais visionner un extrait d'une capsule que nous avons fait spécifiquement sur le myriophylle à épis, qui est disponible sur notre chaîne YouTube de la MRC du Granit. Donc, je vous invite à réviser les notions sur le myriophylle à épis, comment bien le reconnaître. Donc, voici le bout de myriophylle qu'on a pêché. Le myriophylle, d'abord, est une plante verticillée, c'est-à-dire qu'elle pousse avec des étages de feuilles. Chaque verticille est composé de 4 feuilles. Alors, voici une feuille. Chaque feuille est composée de folioles, c'est-à-dire de petits poils. Ce qui caractérise le myriophylle, c'est la distance entre les étages de feuilles qui doit être de plus de 1 cm. Le deuxième indice, c'est le nombre de folioles par feuille qui doit être de plus de 12 paires de folioles. Si on les compte, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On arrive à une quinzaine de paires de folioles. Donc, ça ne trompe pas, on a affaire à du myriophylle à épis. Jusqu'où s'étend le myriophylle à épis? Je vous présente ici une carte de l'Estrie. Vous voyez que le myriophylle, on le retrouve un peu partout en Estrie. Sur notre territoire, on a 2 lacs principalement qui sont colonisés. Sur l'image, on voit ici en bleu le lac Mégantic qui est ici. Et pour l'instant, on a découvert une colonie à la marina du lac Mégantic ici et aussi une petite colonie. Les plants ont été arrachés à Baie des Sables. Donc, pour le lac Mégantic, c'est un début de colonisation. Plusieurs mesures sont déjà en cours pour arracher, contrôler la propagation du myriophylle à épis dans le lac Mégantic.
Où le myriophile est le plus répandu sur notre territoire, c'est au lac Elmer. Le lac Elmer va avoir beaucoup, beaucoup de colonies sur le lac Elmer. Et au Grand Lac Saint-François, il est en bleu sur le site du ministère de l'Environnement. Il y aurait déjà eu une mention, mais cette mention-là n'a jamais été confirmée. En fait, s'il y a eu une mention, on n'a jamais retrouvé le myriophile à épi au Grand Lac Saint-François. La raison serait le marnage important de ce lac-là, qui sert aussi de réservoir. C'est un lac artificiel en bonne partie, le Grand Lac Saint-François, tout comme le lac Elmer. Mais au Grand Lac Saint-François, il y a un marnage vraiment important qui peut aller jusqu'à 5 mètres. Et le myriophile à épi serait sensible à cette variation de niveau d'eau qui ferait que ses principales tentatives de colonisation finalement seraient exposées au froid et les colonies mourraient. C'est une hypothèse pourquoi on ne retrouve pas de myriophile à épi au Grand Lac Saint-François, une hypothèse très probable parce qu'il y a du myriophile à épi juste à côté au lac Elmer. Le lac Elmer a aussi un marnage. C'est aussi un lac en partie artificiel avec un barrage, mais le marnage est un peu moins important qu'au Grand Lac Saint-François. Et on le retrouve quand même en abondance au lac Elmer, mais les colonies ne sont pas d'une vivacité incroyable, comme dans d'autres lacs, par exemple en Estrie, qui sont plus de variation naturelle. Donc le marnage serait une hypothèse au fait à la survie du myriophile à épi, qui influencerait la survie du myriophile à épi dans les lacs, ou du moins l'intensité des colonies. Ces impacts. D'abord, les impacts sur la biodiversité. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire que pour la biodiversité, les informations sont assez mitigées. Il n'y a pas eu beaucoup d'études scientifiques qui viennent documenter les impacts sur la biodiversité du myriophile à épi. Donc, je vous en parle comme des hypothèses, comme des éléments qu'on observe. Il y a eu quand même des observations sur des changements au niveau des lacs, des changements chimiques, biologiques et physiques, comme le chimique pour le pH, le taux d'oxygène disponible, biologique pour la concentration de nutriments, le taux d'oxygène disponible, physique, la température et la lumière. À quel point le myriophile à épi affecte la biodiversité plus qu'une autre espèce exotique envahissante, c'est pas tellement documenté, c'est pas tellement évident. Le fait que le myriophile va pousser aussi rapidement, qu'il va coloniser très rapidement et son caractère envahissant, nous laisse présumer qu'il y a des impacts un peu plus importants pour la biodiversité que d'autres espèces envahissantes. Donc, on peut parler que ça affecte la biodiversité. À quel point c'est difficile à dire, et l'intensité de cette modification-là du milieu n'est pas évidente. On a retrouvé beaucoup d'espèces aussi de poissons qui finalement s'adaptent bien à la présence du myriophile à épi, en font un habitat et utilisent le milieu. Donc l'impact n'est pas marqué d'une façon très évidente. On sait toutefois que lorsque les plants meurent, elles vont quand même provoquer une accumulation de sédiments parce que c'est des colonies qui sont denses, c'est beaucoup, beaucoup de matière organique qui finalement va se décomposer. Donc un fort taux de décomposition au sein des colonies, ce qui diminue l'oxygène, qui libère des importantes quantités de phosphore qui favorisent l'eutrophisation des lacs. On l'a vu dans ce module précédemment, dans le module précédent. Mais est-ce que c'est plus intense que les autres? Peut-être un peu, mais à quel point c'est pas encore tellement documenté. Le dépôt des débris de plantes en décomposition peut contribuer au colmatage des frayères et affecter les poissons. Dans les cas où on a affaire à des sites de frayères, comme par exemple dans des rivières où le myriophile à épi pourrait avoir colonisé les milieux. En image, ça peut avoir l'air de ça, une colonie très dense. Ici, on a des tiges qui atteignent 6 mètres de hauteur. On est au lac à la Truite, à Sainte-Agathe-des-Monts.
Voici ici une autre image qui vient de Gaia Press où on voit l'intensité du myriophylle à épi dans l'eau. Donc, c'est vrai que ça peut quand même avoir des impacts pour la faune et la flore présente. Voici scolaire la surface de l'eau, donc dans une colonie très très dense. On est en fin d'été dans cette photo-là. Donc ici, imaginons que c'est un peu difficile de même passer en kayak, en canot dans une colonie aussi dense que celle-là. Donc ces impacts sont beaucoup pour nous. Si on n'est pas sûr de connaître bien, de documenter bien les impacts pour la biodiversité, pour nous, c'est évident que ça a des impacts. Ça limite les activités récréatives comme la pêche, le canotage, la baignade. On parle aussi que ça va favoriser la présence des moustiques parce que l'eau va être plus stagnante, moins en mouvement, donc ça crée des lieux privilégiés pour la reproduction des moustiques. Donc, on va parler beaucoup d'inconfort aux utilisateurs. Tellement que c'est documenté que ça affecte négativement la valeur des propriétés riveraines. Il y a des études qui avancent des chiffres jusqu'à 16% de diminution de la valeur de la propriété riveraine. On sait aussi que ça doit être un élément lors d'une vente qui doit être mentionné et ne pas informer un acheteur constitue un vice caché. Donc, les impacts sont quand même importants. Et aussi, ça affecte le tourisme et la villégiature. Un lac complètement envahi de myriophylle à épi va être beaucoup moins attrayant pour le tourisme, pour la villégiature. C'est une question qui est de plus en plus demandée lors de l'achat d'une propriété riveraine. Est-ce qu'il y a du myriophylle à épi dans votre lac? Si la réponse est oui, déjà l'intérêt peut baisser pour plusieurs acheteurs. Maintenant, on va voir un peu les méthodes de prévention et de lutte. D'abord, j'aimerais dire qu'il n'y a aucune méthode qui peut garantir le contrôle ni l'élimination de cette plante. Donc, aucune méthode à date n'est venue à bout complètement où on est à 100% sûr qu'il ne reviendra plus jamais de myriophylle à épi. Quelques cas de succès ont été faits. On en parle de plus en plus, on espère qu'il va en avoir de plus en plus, mais de là à dire que si on utilise une certaine méthode, on en vient à bout, c'est garanti? Non. Aucune méthode ne peut le garantir. Une autre phrase importante, c'est que le contrôle et la gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantes est un vrai casse-tête. Une fois qu'elles sont installées, il est presque impossible de limiter leur propagation. C'est pourquoi il faut éviter qu'elles colonisent nos lacs. Prévention. Prévention. C'est vraiment le mot d'ordre avec le myriophylle à épi. Évitons qu'il colonise nos lacs. Et, heureusement, nous pouvons contribuer à contrôler et à limiter son expansion. On va parler un peu ici de prévention. L'information, la sensibilisation et l'éducation. En suivant cette formation aujourd'hui, je vous informe sur le myriophylle à épi. J'espère avoir touché quelques cordes sensibles, ce qui vous sensibiliserait à la question. Donc, l'étape de la sensibilisation, c'est quand on prend conscience du phénomène et qu'on se dit « Ouais, il faudrait faire quelque chose, ouais, je vais faire quelque chose. » Mais le niveau supérieur, c'est l'éducation. Être éduqué, c'est changer de comportement, c'est d'adopter des bonnes pratiques, c'est commencer à faire attention, nous aussi, à la propagation de cette plante, à éduquer, sensibiliser aussi autour de nous. Donc, quand on est éduqué, c'est là qu'on va passer à l'action. Donc, parlons un peu de prévention. Ici, c'est tiré d'un guide qui a été produit par le Conseil régional en environnement des Laurentides. Dans les Laurentides, c'est pas mal là qu'il y a eu le myriophylle à épi en premier au Québec. C'est là que les premières campagnes, les premiers moyens de lutte ont été testés pour contrôler cette plante-là. Donc, le CRA Laurentide présentait ici un guide intéressant où on parle de plusieurs recommandations afin d'éviter l'introduction. Donc, une des premières, c'est utiliser les espèces de plantes aquatiques indigènes pour la création de jardins d'eau. Ça a été introduit en partie par des jardins d'eau, dans le fond des vendeurs de plantes pour les aquariums, pour les jardins d'eau. C'était dans les espèces qui peuvent être achetées.
Procéder à l'inspection ainsi qu'au nettoyage des embarcations, on va y revenir un peu plus loin. Éviter de circuler dans les zones où la plante aquatique prolifère. Ne pas arracher la plante parce que quand on l'arrache, on la fragmente et chaque petit fragment peut partir une nouvelle colonie. Limiter les apports en sédiments, en nutriments, on en a déjà parlé dans les formations, afin d'éviter de créer un milieu propice à la multiplication des plantes. Ne pas remettre à l'eau tout organisme aquatique provenant d'un autre plan d'eau. Donc les jeter aux déchets ou les composter pour les espèces aquatiques. Apprendre à identifier les différentes espèces de plantes aquatiques. Donc ici, j'espère vous avoir appris. J'espère que vous allez être en mesure de bien les identifier parce que identifier, c'est une des premières étapes de la prévention. 3 étapes simples pour éviter le pire, c'est la séquence inspecter, vider, nettoyer et sécher. L'inspection, là, c'est vraiment une étape facile à faire, mais c'est une étape qui est la plus efficace pour contrer la propagation. Du Myriophylle hippie, c'est une plante verte. On la voit facilement sur un bateau. L'inspection va être efficace à peut-être 70 à 90% de ces étapes-là. Donc, l'inspecter, retirer ce qu'on voit, les jeter, c'est l'étape d'inspection du bateau, donc c'est ça qui va vraiment éviter la propagation. C'est une étape assez simple à faire. Ensuite, vider toute eau qui se trouve dans l'embarcation qui pourrait contenir des fragments. Pour le Myriophylle hippie, les fragments qui peuvent rester vivants dans les parties humides du bateau peuvent continuer juste de survivre et une fois qu'on vide le bateau ou que l'eau a un échange de cette eau-là avec un plan d'eau non colonisé, on peut coloniser un plan d'eau. Donc, c'est important de bien vider notre embarcation, les viviers, la cale, etc., les glacières. Ensuite, une fois que ces 2 étapes-là sont faites, on nettoie l'embarcation avec une hausse à pression, idéalement de l'eau froide, de l'eau chaude pour d'autres espèces. L'eau froide est tout indiquée pour le Myriophylle hippie, mais pour d'autres espèces, l'eau chaude est fortement conseillée. Donc, un bon jet à pression, idéalement avec de l'eau chaude, ça permet de déloger les organismes ou de les tuer. Puis, on sèche l'embarcation, on met un ou sécher. On peut éviter toutes ces étapes-là si on est certain que le bateau va être sorti de l'eau pendant au moins 5 jours. Ou l'embarcation, on parle aussi de canot-kayak. Donc, un bon séchage, un séchage complet sans humidité. On parle d'un taux d'humidité à 65% au moins. Donc, si durant toute la semaine, il pleut, ton bateau il est sous la pluie, ton bateau ne séchera pas. Donc, 5 jours, ça peut ne pas être assez. Mais dès que le bateau est très sec dans un endroit sèche et qu'il y a quelques jours de beau temps, le Myriophylle hippie va mourir, il va sécher, ce qui va éviter de coloniser un autre lac. Quelques images ici pour montrer qu'est-ce qu'on doit observer quand on fait l'inspection. Donc, finalement, c'est à peu près tout. Partout ce qui pourrait y avoir eu du Myriophylle hippie, on va porter une attention particulière et on va nettoyer, on va inspecter, on va retirer les fragments de Myriophylle hippie. Je vous invite d'ailleurs à écouter la capsule que j'ai faite sur le lavage des bateaux. Donc, je vous montre différents endroits où peuvent se loger les plantes de Myriophylle hippie. On a un canot ici, un hydravion, ça peut être un agent qui propage. Un équipement pour la chasse ici au canard. Donc, on a la chaloupe, le bateau et la perche, les équipements. En plongée sous-marine aussi, c'est important de bien inspecter son équipement. Et quelques autres conseils. Je vous invite à être vigilant en tout temps sur l'eau. Portez une attention particulière à tous les plantes que vous voyez dans l'eau bien identifiées. Être vigilant pour ne pas transporter une Myriophylle hippie sur l'eau. Donc, c'est d'une inspection régulière que ça prend. Donc, chaque fois qu'on va avoir pêché, par exemple, dans une baie, on va avoir circulé sur une partie avant de rouvrir le moteur, avant de repartir. On inspecte l'équipement. On récolte les fragments de myriophylle qui sont accrochés. On les enlève pour les composter. Et on ne circule pas dans les colonies.
Si vous n'avez pas le choix de passer, que vraiment vous devez vous rendre à un endroit, relevez le pied de moteur pour éviter de les arracher et de les fragmenter. Donc, on essaie d'éviter de les casser, de les arracher, de les broyer avec l'hélice. C'est la pire chose pour les propager. On ne peut pas parler de prévention sans parler de stations de lavage et de guérites. Et selon moi, selon les recherches effectuées, seul un lavage obligatoire est vraiment efficace. Et quand on dit efficace, on ne peut jamais dire efficace à 100%. Le lavage des bateaux, c'est bien, c'est une mesure de prévention par excellence, mais on ne peut pas dire que ça va limiter à 100% le risque. Le 100% n'existe pas. Il peut toujours rester un fragment qu'on n'a pas vu, qui n'aura pas été nettoyé, comme par exemple lorsque le bateau est sur la remorque, entre les appuis de remorque et le bateau, il y a peut-être un petit fragment qui est resté accroché. Et entre deux lacs, on va peut-être le transporter, même si on a lavé et inspecté le bateau. Il y a des endroits qui peuvent nous échapper et qui sont impossibles ou très difficiles d'accès. Mais ceci dit, c'est pas une raison pour discarter cette méthode. Le lavage, l'inspection, les guérites sur une base obligatoire va considérablement diminuer les risques d'introduction et de propagation des espèces exotiques envahissantes. Le lavage des bateaux, ça demande une organisation efficace. Il faut être extrêmement bien organisé, avoir un système qui fonctionne bien, un système qu'on suit, qu'on surveille pour être certain que tout fonctionne bien. Quand je parle de jumeler lavage et guérite, c'est la façon de rendre ça obligatoire. En fait, tu ne peux pas descendre ton bateau dans un plan d'eau parce que tu es confronté à une guérite. Il y a une barrière qui t'empêche de descendre et la barrière va s'ouvrir sous preuve d'un lavage de bateau. Donc, c'est ce que j'entends ici par obligatoire. Ça demande tout ça, l'adoption d'une application, l'adoption et l'application d'un règlement. Donc, pour qu'une municipalité amorce un procédé de lavage obligatoire des bateaux, on doit avoir un règlement qui encadre ce projet-là. Ça demeure définitivement le moyen de sensibilisation par excellence. Quand tu arrives à une barrière, puis qu'on te dit de laver ton bateau obligatoirement, tu n'as pas le choix de prendre conscience de la problématique et d'être sensibilisé par le projet. Mais ça a des coûts relativement importants de mettre tout ça en place et ces coûts-là vont souvent être redonnés aux utilisateurs des plans d'eau avec un coût pour le lavage du bateau. En conclusion, le myriophile à épis est l'une des plantes exotiques envahissantes la plus redoutée. C'est ce que je disais en introduction. On veut éviter qu'elle arrive dans notre lac. On veut freiner sa propagation lorsqu'elle est dans le lac parce que toutes les mesures de contrôle, j'en ai pas parlé ici du contrôle, mais sachez que c'est coûteux, c'est difficile de bien contrôler et on ne peut pas garantir l'élimination de la plante. Donc, l'information, la sensibilisation et l'éducation de la population, c'est vraiment là qu'on doit intervenir. Et en tant que sentinelle des lacs, vous êtes des agents bien placés pour informer, sensibiliser, éduquer la population. Et on compte sur chacun de nous pour le faire. La prévention demeure une démarche prioritaire, j'en ai parlé. Et son arrivée dans plusieurs lacs en région demande d'être en action. Si, suite à une introduction, on décide de juste rien faire, croiser les bras, c'est clair que le myriophile va se propager et va s'étendre de plus en plus. Donc, il y a plusieurs exemples de lacs qui se prennent en main pour éradiquer le myriophile, pour tenter l'éradication, pour tenter un certain contrôle des colonies. L'exemple que je vous donne, c'est au lac Mégantic, à la marina du lac Mégantic, des plongées pour arracher un équipement qui aide à remonter les tiges de myriophile a été acheté par les 4 municipalités riveraines du lac pour pour aider en fait à limiter la propagation. On n'a pas d'espoir d'éradication pour le lac Mégantic, pour la marina, mais on a l'espoir au moins d'éviter de propager le myriophile à épis à l'intérieur du lac et dans d'autres lacs.
Donc mes références, j'en avais parlé un peu, le Creux Laurentide tout à l'heure, et aussi l'organisme de bassin versant de la rivière aux Lièvres, le Cobali, qui présente un des plans intéressants à cet effet. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce module sur le myriophile AP. J'espère qu'avec ça, vous serez capable de bien identifier le myriophile AP et d'être des acteurs clés de sensibilisation, d'information et d'éducation. Un merci spécial à nos partenaires financiers, la Fondation de la faune du Québec et Hydro-Québec. Je vous laisse sur notre phrase thématique « Luttons ensemble contre les espèces exotiques envahissantes ». Et je vous invite à visionner les modules suivants. Au plaisir!